Bonjour à tous, bienvenue à notre nouvelle interview LexisNexis consacrée aux clauses à risque dans les contrats commerciaux. Alors, sujet assez commun en pratique, mais de nouveaux facteurs viennent poser des questions et remettre en cause leur lisibilité, leur efficacité et leur validité, que ce soit par exemple dans un contexte géopolitique qui bouge en permanence et également avec l'avènement et les impacts de l'intelligence artificielle, nécessitant de la part des juristes une nouvelle relecture. Quels sont en pratique et au regard des dernières actualités les nouveaux risques qui peuvent apparaître donc dans la rédaction de ces clauses dans les contrats commerciaux? Et pour nous éclairer sur ce sujet, je suis ravie d'accueillir Thibaut Dallès. Vous êtes avocat associé au sein du cabinet Clifford Chance. Vous êtes spécialisé en contentieux commercial. Vous intervenez également dans le cadre de procédures d'arbitrage et vous intervenez également dans des litiges évidemment relatifs à tout ce qui est contrat d'affaires. Merci de répondre Merci de votre invitation, Marie-Astrid. à mes questions. Alors, commençons peut-être par les clauses les plus classiques. Ce sont les clauses limitatives de responsabilité qui sont globalement présentes dans les contrats commerciaux. Oui, alors, concernant les clauses limitatives de responsabilité, une réponse finalement assez classique à la question de savoir si leur validité est aujourd'hui remise en question. La réponse est non. On se souvient de la saga initiée par les arrêts Chronopost et Forestia, qui eux-mêmes ont généré l'introduction dans le Code civil de l'article 1170. Vous savez qu'une partie ne peut pas limiter excessivement son engagement, elle ne peut pas limiter excessivement la responsabilité à laquelle elle s'expose. Et donc aujourd'hui, par principe, ces clauses sont valables, sauf si elles ont vocation ou pour effet de vider de leur substance, de sa substance, l'obligation essentielle du débiteur. Alors on a là une appréciation extrêmement casuistique de la jurisprudence. Les juges cherchent à vérifier que celui qui a donné quelque chose d'une main ne l'a pas repris de l'autre, qu'il ne s'est pas finalement engagé facialement, mais finalement à rien du tout. Et donc on a une validité de principe, sauf exception. Et là aussi, on a de la part des juges une vérification qui rentre dans la mécanique contractuelle de l'existence, de la persistance d'une obligation contractuelle. En pratique, on recommandera donc aux rédacteurs de contrat de prévoir des plafonds d'indemnisation qui sont proportionnés à l'économie du contrat, de s'assurer que la clause n'est pas en contradiction avec l'esprit de celui-ci, et puis aussi des rappels d'ordre général sans doute. On rappelle que la clause limitative de responsabilité doit être lisible et apparente, qu'elle ne doit pas être contraire à l'ordre public, et enfin, on rappellera qu'elle est inefficace en cas de faute lourde ou dolosive. Donc à ce sujet, donc une solution bornée, lisible, bien que très casuistique, qui n'appelle pas réellement de développement complémentaire. Alors, il y a sur ce point de la clause limitative de responsabilité, il y a un point qui est plus discuté et peut-être plus incertain, c'est l'opposabilité au tiers, parce que je crois que la jurisprudence est encore, on va dire, est-ce qu'on peut dire incertaine? Oui, elle est récente, elle n'est sans doute pas fixée, en tout cas elle existe. Un petit mot peut-être de rappel du contexte, depuis 2006, c'est un arrêt de l'Assemblée plénière, on sait qu'un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement délictuel un manquement contractuel qui lui a causé un dommage. La question de savoir si la clause limitative de responsabilité contenue dans ce contrat est opposable à ce tiers victime. Eh bien, la réponse donnée par la Cour de cassation, en tout cas par sa chambre commerciale, est positive. On a eu un premier arrêt du 3 juillet 2024, qui a été confirmé très récemment par un arrêt du 17 décembre 2025, qui a même étendu l'effet de la clause limitative de responsabilité aux conditions dans lesquelles l'action en justice peut être étendue. Et ce tiers se voit donc non seulement opposer le plafond de responsabilité qui était prévu par le contrat, mais également les conditions dans lesquelles il doit engager l'action en justice. Alors, certains se sont offusqués de cette situation, considérant que la Chambre commerciale faisait litière du principe de l'effet relatif des contrats. La doctrine, dans sa majorité, appelle à la saisine ou à la réunion d'une chambre mixte, voire d'une assemblée plénière. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, la situation telle qu'elle existe est claire. Selon l'application qu'en fait la Chambre commerciale de la Cour de cassation, les clauses limitatives de responsabilité sont opposables au tiers. Évidemment, en termes concrets, cela incitera les rédacteurs de contrats à intégrer dans les conventions qu'ils rédigent des clauses qui, effectivement, prévoient que ces plafonds de limitation ou ces clauses élusives de responsabilité ont vocation à s'appliquer et à être opposées au tiers. Donc une rédaction raisonnable. Absolument. Sur ce sujet. Peut-être application beaucoup plus rare, ce sont les clauses d'imprévision, de renégociation, clauses de hardship.
Alors là aussi, peut-être juste un rappel, ou en tout cas un retour en arrière, pour rappeler que certains souhaitaient depuis longtemps l'introduction dans le droit positif d'un mécanisme de révision pour imprévision. Leur souhait a été exaucé avec la réforme de 2007 et l'introduction de l'article 1195 du Code civil. C'est un article qui est extrêmement lourd à mettre en œuvre et qui pose des conditions extrêmement strictes. On pense notamment aux circonstances imprévisibles à mettre en avant, à l'onérosité excessive qui est requise pour que la clause puisse être mobilisée, et puis surtout, celui qui invoque l'article 1195 doit, pendant qu'il met en œuvre le processus, continuer à exécuter le contrat, ce qui évidemment nuit à l'attractivité du mécanisme. Donc ce texte est finalement très peu utilisé, encore moins accueilli par les juges, qui eux-mêmes semblent, c'est ce qu'en dit la doctrine, plutôt mal à l'aise avec ce pouvoir de révision de la volonté des parties. Et l'on a aujourd'hui finalement très peu de décisions qui ont statué dans un sens ayant admis la révision du contrat pour imprévision. Alors le débat s'est progressivement cristallisé autour de la question de la possibilité de déroger conventionnellement à l'application de ce texte. Je rappelle que le rapport au président de la République précisait expressément que cette clause, l'article 1195, était supplétive de volonté, en ce sens que les parties peuvent donc y déroger. Certains plaideurs ont néanmoins cru devoir porter cette question devant les juridictions. Le débat semble aujourd'hui tranché à tout le moins devant les juridictions du fond, puisqu'on a plusieurs décisions, notamment une décision très récente de la Cour d'appel de Paris du 14 janvier 2026, qui considère que les parties peuvent valablement renoncer à l'article 1195. Il n'en demeure pas moins qu'il y a une limite assez classique à cette renonciation, qui est celle d'un éventuel déséquilibre significatif qui serait créé par cette renonciation. La règle dont je viens de parler a considéré que cette renonciation n'entraînait pas un déséquilibre significatif et que la renonciation était donc valable. On veillera sans doute à ce que la renonciation soit croisée, que les deux parties aient renoncé à l'article 1195. Ça renforcera sans doute la validité de la renonciation. Mais en l'espèce, il est clair que la renonciation à l'article 1195 est valable. Alors cela n'empêche pas, Marie-Astrid, les parties de prévoir des clauses de révision du contrat, des clauses de hardship qui seraient différentes dans leurs conditions, soit de déclenchement, soit d'exécution, différentes de l'article 1195. On peut parfaitement prévoir que les parties s'engagent à renégocier un contrat si telle ou telle condition moins stricte et exigeante que l'article 1195 sont remplies. Là, le champ contractuel est parfaitement libre et les parties peuvent tout à fait être imaginatives. Merci pour ces précisions. Peut-être une clause maintenant dont on a beaucoup parlé, évidemment, notamment au moment du Covid, c'est les clauses de force majeure. Là, le risque, c'est le déséquilibre significatif. Oui, alors c'est un lieu commun que de rappeler que les événements récents, que sont le Covid, les conflits armés récents, le contexte géopolitique très instable, je pense notamment à la multiplication des droits de douane, ont redonné vigueur et intérêt aux clauses de force majeure qui étaient un petit peu, non pas abandonnées, mais auxquelles on s'intéressait nettement moins. La réforme de 2016 a codifié sous l'article 1218 la force majeure et pose des conditions assez strictes. Je pense notamment au caractère imprévisible de l'événement au moment de la conclusion du contrat, dont on peut donner une définition évidemment variable, et il est clair que les parties peuvent déroger à cette définition contractuelle. La dérogation, en tout cas le principe de la dérogation contractuelle, ne fait pas débat. Les parties peuvent, en plus de la définition contractuelle ou à côté de la définition contractuelle, préciser qu'un certain nombre d'événements constituent un cas de force majeure. Mais en l'espèce, et vous l'avez rappelé, on peut se demander si cette dérogation ou cette volonté de déroger ne va pas, elle aussi, constituer un déséquilibre significatif. Ça rejoint le point dont nous venons de parler sur la révision pour imprévision. Là aussi, on a une décision extrêmement récente de la Cour de cassation, de la Chambre commerciale du 26 février 2025, qui a considéré à l'occasion d'une clause de force majeure ou un aménagement conventionnel d'une clause de force majeure que celle-ci n'était pas constitutive d'un déséquilibre significatif. Alors, déroger à une clause de force majeure, c'est sans doute très bien, mais à quelle fin? On peut se demander si réellement ça a une utilité. Oui, ça a certaines utilités, et les rédacteurs de contrats voudront parfois, ou souvent, déroger à la définition légale de la force majeure. Ça peut par exemple être pour la compléter, ou pour préciser les conditions de la mise en œuvre. On peut par exemple lister un certain nombre d'événements qui permettront le déclenchement du mécanisme de la force majeure. Attention à les lister de manière exhaustive ou simplement exemplative. Et puis on peut aussi décider de supprimer tel ou tel critère. Par exemple, celui de l'imprévisibilité au moment de la condition du contrat sera sans doute clé. On sait aujourd'hui qu'une pandémie, par exemple, sera très probablement considérée comme étant prévisible, de même que l'augmentation de droits de douane.
Donc en réalité, il me semble que l'intérêt principal de la dérogation conventionnelle ou de l'aménagement conventionnel des clauses de force majeure réside dans l'aménagement des conséquences de la clause de force majeure en termes de responsabilité et d'indemnisation éventuellement. Autre clause à risque, sur lesquelles peut-être les rédacteurs portent moins d'attention, ce sont les clauses de compétences asymétriques. Ce sont des clauses à risque parce que souvent, ce que je comprends, c'est qu'elles sont, on y porte peut-être trop peu d'attention parce qu'elles sont souvent rédigées à la fin, à la dernière minute, dans le cadre de la rédaction des contrats. Oui, vous avez absolument raison. Les clauses attributives de compétences sont un peu le parent pauvre du contrat. Elles sont souvent rédigées tardivement dans le processus de négociation, nuitamment, fréquemment, voire même précipitamment, voire les trois. Et il n'est pas rare que l'on se retrouve avec des clauses qui sont ce que l'on appelle pathologiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en œuvre parce qu'il manque un mot, parce que la clause est circulaire, parce que concrètement, elle ne fait aucun sens, y compris dans sa rédaction. Donc, il faut être évidemment extrêmement prudent dans leur rédaction. C'est d'autant plus vrai que certaines parties, les parties faibles, ne peuvent souscrire à une clause attributive de compétence. C'est encore plus le cas, le fait d'être attentif à ces clauses, lorsque les parties choisissent, ou en tout cas envisagent, une asymétrie dans ce que prévoit la clause. Typiquement, une clause asymétrique de compétence vous permettrait, vous, Marie-Astrid, de saisir n'importe quel tribunal dans n'importe quel pays, alors que moi, votre co-contractant, je serais contraint de saisir un seul tribunal qui, évidemment, serait le vôtre. Alors, on voit tout de suite une sorte de déséquilibre, et la jurisprudence française, après avoir tâtonné, on a notamment souvenir d'un arrêt Rothschild en 2012 qui avait considéré que les clauses asymétriques n'étaient pas valables à raison de leur potestativité, tâtonnement de la Cour de cassation et finalement saisine de la Cour de justice de l'Union européenne qui a rendu un arrêt très récent, en février 2025, un arrêt Agora, qui clarifie en tout cas dans un premier temps la situation, qui pose le principe de la validité des clauses asymétriques, mais pose un certain nombre de conditions. Par exemple, il faut que cette clause identifie des éléments objectifs, qu'elle désigne les juridictions d'un État membre et qu'elle ne soit pas contraire aux sections pertinentes du règlement Bruxelles 1 bis ou de la Convention de Lugano. Bref, c'est un domaine et un territoire extrêmement technique et donc glissant. On sait qu'il n'y a rien de plus frustrant ou jubilatoire, d'ailleurs ça dépend quel côté on est, de commencer une bagarre pour savoir là où on va aller se bagarrer. Une solution assez pragmatique, et pardon pour cet excès de chauvinisme, mais c'est peut-être tout simplement de prévoir une clause attributive de compétence au bénéfice des chambres internationales du tribunal de commerce, tribunal des activités économiques de Paris ou d'ailleurs de Nanterre, voire même de la Cour, qui ont mis en place des protocoles qui sont parfaitement adaptés aux besoins des acteurs internationaux, notamment en ce qui concerne les règles de procédure. Et enfin, peut-être pour conclure, émergence et utilisation de l'intelligence artificielle. Là, on a des nouvelles clauses à risque qui pourraient émerger dans les contrats commerciaux, peut-être au vu de ce qui se passe avec les dernières décisions et les utilisations de ce type de solutions. Oui, alors lorsque ces clauses existent, parce qu'un grand nombre de contrats sont encore lacunaires sur ce sujet, mais vous avez raison de rappeler qu'un certain nombre d'acteurs de la vie économique ont rencontré un certain nombre de déboires, je pense à des cabinets de conseil, mais également à des confrères qui, volontairement ou pas, se sont fait reprendre par des différentes décisions de juridiction, je pense au tribunal judiciaire de Périgueux ou encore au tribunal administratif de Grenoble, mais l'intelligence artificielle et son usage doivent évidemment être envisagés dans les conventions qui sont aujourd'hui signées, à plusieurs titres. D'abord, concernant le principe du recours à l'intelligence artificielle. Est-ce que les contractants sont autorisés à utiliser tel ou tel système? Et puis, après, les modalités. Quel langage? À quelle fin? Avec quel mécanisme de protection des données, de sécurisation, de souveraineté éventuellement? Bref, toutes ces questions doivent être réglées. Et puis, évidemment, aussi et surtout, allais-je dire, concernant les conséquences de la responsabilité qui pourraient naître de l'usage de l'intelligence artificielle. On voit évidemment un certain nombre de contentieux sur ce sujet apparaître, au point que la Cour d'appel de Paris a élaboré une fiche pédagogique sur le sujet, c'est la fiche numéro 24, relative à la réparation des préjudices résultant de l'usage d'un système d'intelligence artificielle. Évidemment, si la Cour d'appel de Paris a rédigé cette fiche, c'est qu'elle-même voit poindre ces contentieux. On doit donc, dans ces contrats, évidemment, être extrêmement précautionneux, prévoir tout ce que l'on peut prévoir, c'est-à-dire, en l'espèce, pas tout, mais en tout cas montrer que les parties ont pensé à aménager un certain nombre de choses, y compris les conséquences de leur responsabilité. Thibaut Dallès, merci infiniment. Merci pour ces éclaircissements sur ces sujets. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos publications sur ce sujet, notamment au sein de la semaine juridique Entreprises et Affaires sur notre solution Lexis+. Merci infiniment.